regarde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, avec ce matin un tour dans la maison atelier de Gustave Moreau à Paris, rue de la Rochefoucauld. Voilà, avec ma camarade Piquet-Cou, qui est installée dans la petite régie. Bonjour tout le monde. Qui est à la programmation musicale, mais aussi à des textes éminents, que vous vous en rendrez compte ce matin, à propos de Gustave Moreau. À ce propos, d'ailleurs, elle a mis une petite vidéo sur notre blog. Je rappelle le blog de l'émission www.aracaille.fr. Et un regard en marge sur l'art, une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Ça, c'est un lieu commun, hein, je veux dire tout de suite. Voilà. La citation de cette émission, je ne sais pas, cependant, si je ne préfère pas aux chansons de ceux qui vont se battre et mourir, les chansons de batteurs de blé ou de forgerons, qu'un grand mécanicien qui a l'air doux comme un agneau, mais fort comme un bœuf, chante à pleine voix. Et c'est l'enfant de Jules Vallès, mais qui signait Jacques Vingtras, date de 1879. D'ailleurs, je vous recommande la trilogie, L'enfant, le bachelier et l'insurgé, que j'ai découvert quand j'avais 16-17 ans au marché aux puces de Saint-Ouen, dans une collection rouge, je crois, je sais plus, enfin un truc comme ça, quoi. Voilà. Ce que nous allons, sur quoi nous démarrons cette émission, avec Jules Vallès, évidemment, avec Jacques Vingtras, Jules Vallès qui était un éminent communard, qui l'a payé par un exil prolongé en Angleterre. Encore, il a eu du pot, il n'a pas été à Cayenne, lui. Il n'a pas été à Cayenne, en Nouvelle-Calédonie, comme Louise Michel et compagnie, voilà. Voyez donc cet aristocrate, pâle comme eux, qui fait des épates. Il passe sa vie à nocer, à 20 ans c'est déjà cassé. Comme une femme, ça a des faiblesses, ça veut jouer à l'ancienne noblesse, incapable de gagner son pain. Voilà le type du vrai gandin. Il a les mains blanches, les mains maquillées. Il a les mains blanches par la honte souillée. Ça sent la paresse, c'est mou, c'est gnangnan. Voilà ce qu'on appelle des mains de feignant. Voyez donc ces hommes en soutane, soi-disant sur eux le bon Dieu plane. Ils prônent Moïse et Jésus-Christ, mais font le contraire de leurs écrits. Oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres, tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, votre but, c'est l'or, le butin. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, vrais paillasses à gueule tragique, qui pour aller au Parlement, au peuple font du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières, je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment? Pour eux-mêmes 41 francs. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches par la fraude souillée. Ça sent le roublard, ça sent le malin. Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main.
Voyez donc cette foule tapageuse, quelquefois gaie, souvent malheureuse. Oui, ce sont les braves ouvriers, c'est la masse des sacrifiés. Ils reviennent du bagne de l'usine, ils sont pâles, ils ont mauvaise mine. Hommes et femmes, vrais gueumeurs de faim, qui engraissent un tas de coquins. Leurs mains ne sont pas blanches, ils ont travaillé. Leurs mains ne sont pas blanches, elles sont meurtries, broyées. Ça sent le courage, la force et l'honneur. Voilà ce qu'on appelle les mains de travailleurs. Voilà, c'était Marc Augeret, ils ont les mains blanches. Oui, pour introduire le papier, mon presse-papier. Mine presse-barbier de la semaine qui est consacré. Vous essayerez de faire la gymnastique pour le relier à ce que je vais vous raconter, qui est un coup de gueule sur la Bibliothèque nationale de France, dite Mitterrand. Voilà. Comme pour une précédente visite dans le musée des Arts premier au Quai Branly, où j'avais poussé une gueulante aussi sur les espèces de manifestations contemporaines en architecture qui ont besoin de se faire de la pub avec les arts premiers. Enfin, c'est débile, et c'est de plus en plus à la mode maintenant que des artistes nullos utilisent leurs compétences, leur incompétence plutôt, et se frottent à des monuments quand même qui sont assez respectables. Et là, on avait une Bibliothèque nationale de France, on l'a toujours d'ailleurs, rue de Richelieu à Paris. J'étais humaine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Humaine, architecturalement, et voilà. Et là, on a une espèce de bouse en 4 exemplaires. Comme pour le Quai Branly, hein, je suis arrivé à destination après des kilomètres de couloirs et de je sais pas quoi. C'est sinistre comme bâtiment, franchement sinistre. Et puis le prix est quand même gratos, hein, 10 €, je crois, un truc comme ça. 9 €, ouais, tarif pour l'exposition, 7 € tarif réduit, pour des petites expositions. Ouais, voilà. Alors bon, évidemment, les chômeurs, tout ça, il y a les tarifs que pratiquent tous les musées, et tant mieux. Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de chômedus qui doivent y aller, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, comme trouver du boulot, comme se faire chier pour essayer de boucler les fins de mois, etc., etc., etc. Voilà, donc, surtout n'y allez pas. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Nous, on n'a pas vu d'expo parce que moi, normalement, j'ai une carte de l'UNESCO, une carte d'artiste qui permet de rentrer gratos dans les musées nationaux. Mais pas là, c'est pas un musée national. Merde, c'est quand même les franchouillards qui l'ont payé, ce putain de musée, hein, qui a coûté la peau du cul. Je voulais même pas savoir combien d'ailleurs, hein, pour un mégalo de président. Voilà, on a que des présidents mégalos qui décident eux-mêmes, c'est la volonté du monarque, de faire un monument dédié à leur mémoire. Voilà. Ça passe même pas au Parlement, rien. Voilà, Monsieur Mitterrand décide de dépenser X millions pour faire un truc aussi nul que ça. Alors, il faut s'accrocher presque il faut avoir des ancres pour traverser les passages en plein air. Il y a un vent à décorner tous les cocus de Provence, et pas que de Provence d'ailleurs, hein, et pas que les cocus qui sont cornus. Il y en a d'autres aussi qui sont cornus, voilà. Et puis, pardon pour les cocus, hein, moi-même j'en ai été un prestigieux, mais donc je peux en parler sans vraiment sans état d'âme. Voilà, c'est la vie en même temps. Bon bref, je vais pas vous raconter la mienne qui est pleine de trous. Et puis voilà, et puis on n'a rien vu. Moi j'étais avec notre camarade Piqueco qui est à la AG, qui est une jeune femme dynamique. Moi je suis quand même un peu grabataire, hein, au seuil du grabataire, du grabatisme, je sais pas comment on dit. Et elle était toujours super. Ce qu'elle adore à la Bibliothèque nationale de France, je vais vous le donner, Émile, les parquets, parce que les parquets de plein air. Les parquets de plein air, voilà. Oui, mais enfin, aller à la Bibliothèque nationale de France pour les parquets de plein air, bon, merci. Mais ça, hein. c'est gratuit. Oui, c'est vrai, c'est gratuit. Mais j'assure que c'est vraiment déprimant, parce que je lui ai dit à la meuf, là, au comptoir, mais c'est pas misère. Mais je lui ai dit, enfin, c'est quand même notre fric. Enfin, moi, j'en ai pas donné tellement, je paye pas beaucoup d'impôts, sauf que chaque fois que je veux m'alimenter, je paye une TVA à 19%. Donc, c'est ça qui rapporte le plus au budget de l'État.
Voilà, et qu'un mec comme ça, une espèce de vieux con mégalo, pote à Bousquet, ça je le rappellerai jamais assez, un mec qui a fait foutre en chambre à gaz ou je sais plus quoi, au crématoire, je sais plus combien de gens pendant la guerre, un collaborateur notoire du gouvernement de Vichy. Voilà, c'est un socialo soi-disant. Hein. Voilà, un socialo qui a des potes comme ça, on peut en douter. Hein. Bon. Et puis faire cette, je vous assure. En plus, j'ai un copain qui avait fait une sculpture en céramique. Je l'ai même pas vue. Je sais pas où elle est passée. Peut-être qu'en céramique, faire une sculpture en céramique, c'est peut-être un petit peu osé parce que ça, c'est pas très costaud. Voilà. Et bon, et c'est dans un quartier mortel d'ennui, mortel de, c'est que des grands buildings comme ça, c'est une froideur c'est vraiment glauque, c'est Bord-de-Seine qui était là aussi, autrefois dédié plutôt aux usines, aux ateliers. Maintenant, c'est dédié à des constructions, à des restos de luxe, c'était un resto qui nous a fait marrer, comment s'appelait? C'est ce resto, ah oui, un restaurant intellectuel, non, attends. Ah, oui, un café culturel. Un café culturel, voilà. Non, écoutez, alors, qu'est-ce que c'est qu'un café culturel? Je sais pas. Enfin, bon, on est dans le coin de la culture. Voilà. Tout ça pour vous mettre encore même, vous alerter, pour ceux qui auraient des idées d'aller à la BNF, je vous dis, c'est un mauvais plan. Non, mais de toute façon, le prix des expositions, effectivement, 9 €, c'est absolument scandaleux. Non, mais il faut les mériter, hein. Il faut crapahuter pour y aller à ces putains d'expositions. Il y a combien d'étages à ces machins-là? Il y a 22 étages. 22 étages, vous voyez, alors, 22 étages. Tout se passe au rez-de-chaussée, quand même. Hein. Oui. Vous multipliez par un nombre invraisemblable de couloirs, vous voyez les kilomètres qu'il faut faire, quoi. Surtout quand c'est la première fois que vous y allez, comme moi, c'était la première fois. Puis, écoute, non, c'est une familière des lieux. Elle aime bien les trucs à risque, comme ça, ouais, c'est dans son caractère, c'est une aventurière de l'art. Et de la culture. Voilà. J'ai fini, les mains blanches d'Augerin. Pour moi, c'était une chanson qui était vraiment importante pour parler de cette grosse merde architecturale et culturelle qui est la Bibliothèque nationale de France, dite Mitterrand. Voilà, donc moi, mon billet, c'est un article qui est publié sur le site de l'Acrimed. Alors l'Acrimed, c'est un site dédié à l'Observatoire des médias, donc qui les analyse et puis les critique. Donc le titre de l'article, le PUF sous contrôle d'une multinationale de l'assurance. Le PUF, donc, ce sont les presses universitaires de France qui ont été fondées en 1921, au départ sous forme coopérative, et qui regroupaient des éditeurs d'histoire, de philosophie, de littérature, et dont la publication des ouvrages est donc principalement centrée sur les sciences humaines et sociales. Voilà, et pour maîtriser l'ensemble de leur chaîne de production, les presses universitaires de France s'étaient équipées également d'une librairie Place de la Sorbonne et d'une imprimerie à Vendôme. Elles avaient publié la première édition du livre de Paul Nizan, Les chiens de garde, livre dont on a parlé, qui a été repris, je crois, par Serge Halimi, puis par le film Les nouveaux chiens de garde. Voilà, donc on peut lire sur le site internet du PUF, l'architecture du catalogue exprime ainsi tous les courants de la pensée d'expression française et tous les aspects de la vie scientifique et culturelle internationale. À la lecture de l'article de l'Acrimed, la question est pertinente de savoir quels courants de pensée seront réellement représentés. Après Bernard Arnault chez Gallimard et Lagardère chez Hachette, c'est le réassureur Score, dont le patron n'est autre que Denis Kessler, qui vient de prendre le contrôle du PUF. Denis Kessler, voici ses déclarations. Il y a là un patrimoine français qu'il était intéressant de sauvegarder. Et en fait, patrimoine, M. Kessler s'y connaît. Il s'est notamment fait remarquer en matière de patrimoine social, mais pas vraiment pour le sauvegarder. Il est bon de rappeler qu'il déclarait « Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 44 et 52, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 45 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Voilà, Denis Kessler fut aussi vice-président du MEDEF de 98 à 2002, sous la présidence d'Ernest Antoine Sellière. Un gros pourri. Il fut président du Club du siècle pendant 2 ans. Donc le Club du siècle, c'est un club très élitiste qui se réunit tous les derniers mercredis du mois avec des décideurs politiques, financiers et des médias à l'hôtel Crillon.
Et on pouvait également lire dans Le Point du 8 avril 2013, le PDG du réassureur français Score, Denis Kessler, va rejoindre le comité des sages chargé de surveiller les héritiers de Serge Dassault. De conseiller. Voilà. Et au besoin d'arbitrer entre eux le jour où il faudra lui trouver un successeur. Et ça, ce sont des socialistes qui sont au pouvoir, je vous le rappelle. Voilà où en sont les maisons d'édition sur les sciences sociales et humaines. Ouais, non, mais c'est pourri et compagnie, il n'y a rien à faire, ils sont tous là. Hein. Et puis au lieu d'aller à l'hôtel Crillon, là, ils pourraient pas plutôt aller, je sais pas, à un Buffalo Grill. C'est là qu'ils vont les prolos. Voilà, au Buffalo Grill, hein, ils font fêter plein de choses au Buffalo Grill. Oui, Kessler, oui, il faut pas oublier qu'il fait aussi vice-président du MENEF sous le parapluie d'Antoine Sellière. Alors là, celui-là, je veux dire, celui qui a actuellement le petit Gattaz, là. Qui s'est augmenté de 29%. Oui, aussi en faisant la morale à tout le monde qu'il faut que les ouvriers gagnent le SMIC tout juste, et encore, c'est vraiment très cher payé. Eh ben, le Sellière, c'était autre chose, mais en pire, hein, évidemment. Là, il a tout fait. Il fait partie de la grande dynastie, là, des maîtres de forge et tout. Voilà. Bon, merci Piquet-Cou encore pour cet éclairage aveuglant sur les turpitudes de ce qu'on peut appeler les dépeceurs de la... les dépeceurs, quoi, de toute façon. Je sais pas ce qu'on peut ajouter de plus. Les faux culs de l'air du temps se pavanent à tous les vents. On les voit, on les entend sur les ondes et les écrans. Philosophes d'opérette, marchands de sable, prophètes, qui dans les salons caquettent, ronds de jambes et girouettes. Les faux culs de l'air du temps, les modernes, les rampants, ne nous vendent que du vent à des prix exorbitants. Tous les foireux diafoirus, jargonautes qui laïus, voudraient nous filer le virus de l'homo libéralus. Les faux culs de l'air du temps, morgonnés et mordants, s'en iront prêter serment au maréchal du moment. Ils manient à leur manière l'euphémisme cache-misère et servent à la cuillère la langue de bois LQR. Les faux culs de l'air du temps qui sont rentrés dans le rang. Il y en a partout à présent. On est cerné, c'est navrant. Tous ils nous font la leçon en nous prenant pour des cons. Sûr que vont pleuvoir les nions lorsque nous nous y mettrons, lorsque nous nous y mettrons. C'était les faux culs de l'air du temps, interprétés par Jean Vasca. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans but, sans pub.
à Racaille avec notre camarade Pechaïcho à la régie et à beaucoup d'autres choses. Évidemment, elle prend une place de plus en plus importante dans le déroulé de cette émission mythique. Mais elle assume bien, elle assure bien. Sans elle, je ne sais pas si moi je pourrais tenir, puisque j'ai fait 5 ans d'émission sans rien foutre. Alors avec Piqueco, on en prend pour 5 ans où je foutrais rien encore. Bon, voilà. Pour parler évidemment de... Non, c'est Piqueco qui va vous en parler d'ailleurs, de la maison atelier de Gustave Moreau. C'est l'émission est consacrée évidemment à Gustave Moreau. Une maison qu'on a visitée à moult reprises et avec toujours le même bonheur parce que ça sent bon, ça sent le temps du travail, ça sent le temps de la création et si vous écoutez cette émission et si vous n'y êtes pas encore allé, eh bien on vous presse, mais gentiment, de vous bouger et d'aller rue je sais plus quoi là déjà, rue de Pardon ? La rue de... À la rue, c'est 14 rue de la Rochefoucauld. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc effectivement, j'ai fait moi un mini-film qui doit durer 4 minutes 30. Je l'ai mis sur notre blog. Donc si vous avez envie de regarder, ça donne une petite idée de ce lieu. Après, de toute façon, le mieux, c'est quand même d'y être et de s'en imprégner, quoi. Donc voilà, je vais essayer par ce petit billet de vous faire partager notre visite d'un lundi matin dans ce lieu, moi que je dis magique. C'est donc ce musée atelier de Gustave Moreau, qui est une véritable leçon de peinture grandeur nature. C'est un hôtel particulier, donc situé 14 rue de la Rochefoucauld, dans le 9e arrondissement de Paris, à quelques centaines de mètres de la place Pigalle. Gustave Moreau lègue à l'État son œuvre, 25 000 œuvres, dont 850 peintures, 15 000 dessins, et tout ce que renfermait sa maison. Son vœu le plus cher, comme il le précise dans son testament, est de conserver à sa collection ce caractère d'ensemble qui permettent toujours de constater la somme de travail et d'effort de l'artiste pendant sa vie. Cette maison dans laquelle il a vécu avec ses parents est bien un lieu de mémoire et Gustave Moreau peut être considéré comme le premier muséographe puisqu'il en a aménagé l'espace. C'est en 1903 que ce musée ouvre ses portes grâce à Henri Rupp, son élève, ami et légataire universel, qui offre une coquette somme pour l'entretien et le fonctionnement du musée. Dans un texte intitulé « Notes sur le monde mystérieux de Gustave Moreau », Proust relate le passage de l'atelier au musée et définit le caractère divin et religieux de la peinture de Moreau. Voilà ce que dit Marcel Proust. « Sa maison est à moitié église, à moitié maison du prêtre. Maintenant l'homme est mort, il ne reste plus que ce qui a pu se dégager du divin qui était en lui. Peu à peu, les tableaux encombraient toutes les chambres, et il n'y en avait plus que très peu où se réfugiait l'homme qui voulait dîner, recevoir ses amis, dormir. Sa maison était déjà presque un musée, sa personne n'était presque plus que le lieu où s'accomplissait son œuvre. » Donc Gustave Moreau a vécu dans cette maison de 1852 à sa mort. D'importants travaux en 1895 ont permis de construire les grands ateliers du 2e et du 3e étage. La partie avant de la maison fut détruite, et avec elle l'ancienne chambre de sa mère. Des pièces sont rajoutées au 1er étage, et nous voici donc tout d'abord dans le cabinet de réception, pièce dans laquelle l'artiste reçoit ses visiteurs les 2 dernières années de sa vie. Un lieu de mémoire aussi, puisqu'il abrite une collection d'antiquités ayant appartenu à son père, des livres anciens d'architecture, son père était architecte, à son père également, des copies que Gustave Moreau a réalisées au Louvre pendant son voyage en Italie, et toujours beaucoup d'œuvres sur les murs. Ensuite, sa chambre. Sa chambre, c'est l'ancien salon de sa mère qui regroupe les souvenirs de famille. Y sont entassés des meubles auxquels il tenait, et il a placé côte à côte les bureaux qui se trouvaient dans la chambre de sa mère et dans la sienne. Au mur, on peut voir des portraits de famille peints, dessinés ou photographiés. Derrière sa chambre, on accède à un petit boudoir dédié à la mémoire d'Alexandrine Dureux, sa maîtresse décédée bien avant lui. Donc c'est un boudoir qui est meublé avec le mobilier d'Alexandrine, qui n'a jamais vécu avec lui. Toujours au 1er étage, une petite salle à manger, aux murs toujours très remplis, puis un petit escalier qui nous emmène au 2e étage vers le 1er grand atelier, qui renferme sa collection de dessins rangés dans des armoires à rayonnage, sa collection aussi de 15 sculptures modelées en cire qui lui servaient d'étude pour son travail sur la toile. Un de ses autoportraits, lorsqu'il est âgé de 24 ans, est exposé sur un chevalet
et n'a pas bougé depuis que Gustave Moreau l'a installé. Des toiles à perte de vue sur les murs, des murs très hauts, environ 10 mètres sous plafond, des toiles souvent inachevées, des ébauches qui permettent de comprendre les étapes du travail du peintre, un escalier très élégant, en rond, qui permet l'accès à l'atelier du 3e étage. Là, une bibliothèque tournante, ingénieuse et magnifique, comme un pavillon à surprise qui contient les aquarelles du peintre. Sur la centaine de chevalets garnis de toiles qui étaient dans les ateliers, Rupp, en fait, n'en a gardé que 7. Les palettes d'aquarelles ne sont malheureusement pas visibles, conservées au rez-de-chaussée avec quelques peintures abstraites. Des travaux sont encore en cours pour la réouverture de 5 pièces au rez-de-chaussée donnant sur un jardin. Et pour ça, il faudra patienter encore à peu près 6 mois. L'inauguration est prévue pour le mois de novembre 2014. Un musée qui, lors de son ouverture en 1903, fait l'effet d'un coup de tonnerre. L'œuvre de Gustave Moreau était peu connue, hormis les toiles acquises par des amateurs et les tableaux possédés par le musée du Luxembourg. Il n'exposait plus au salon depuis une vingtaine d'années. Il vendait peu et gardait tout. Donc c'est Georges Rouault qui a été le premier conservateur de ce musée. Un musée dont l'existence et l'aménagement vint des élèves que Moreau eut à l'école des Beaux-Arts, comme Matisse, Albert Marquet, Georges Rouault, Charles Camoin, Georges Desvallières, voilà parmi les plus connus. Donc un musée qui ne fit pas l'unanimité lors de son ouverture. Degas, Odilon Redon, Paul Valéry furent déçus. Par contre, Breton et Daly seront enthousiastes, au point que Daly choisira le musée Gustave Moreau comme haut lieu dalinien pour y donner une conférence de presse. Et c'est ce qui lui aurait donné l'idée de son propre musée à Figueras. Donc voilà, un atelier-musée qu'il faut visiter, surtout revisiter, tant les œuvres sont nombreuses à regarder. Je pense que rien que de regarder sa collection de dessins pourrait déjà prendre une demi-journée. Donc un musée qui est toujours très vivant, puisqu'il y a régulièrement des conférences tous les premiers jeudis du mois, et des ateliers de dessin pour débutants et confirmés, et un partenariat avec la Comédie Française. Ouais, c'est magique. Je suis pas tout à fait d'accord avec les pétarades de Proust là sur l'aspect religieux et divin de la peinture de Moreau, de Gustave Moreau. C'est ce qu'il avait écrit dans ses écrits contre Sainte-Beuve en fait. Oui, enfin bon, moi je pense que c'est d'abord un peintre. Le sujet, on s'en fout. Enfin, en tout cas, perso, je m'en fous. Ce qui compte, c'est la peinture, et la peinture de Moreau est vraiment très belle, même quand elle est en cours d'exécution, parce qu'évidemment, dans ce musée, la majeure partie des œuvres, peintes en tout cas, peintes à l'huile, parce que les aquarelles sont finies, les dessins aussi, etc., mais les œuvres peintes à l'huile, et il n'y a pas toutes ces œuvres, hein, il y a une partie, parce que et bien la plupart sont inachevées, quoi. Et comme ça, effectivement, comme l'a dit Piquet-Coux, comme l'a relevé Piquet-Coux, on peut apprendre à peindre simplement en regardant les œuvres qui sont exposées dans ce musée. Voilà. Il faut en même temps être débarrassé de tous les a priori qui s'attachent à l'art qu'on disait pompier il y a quelque temps encore. Maintenant, on ferme notre gueule parce que quand t'as un mec comme Daly ou comme Breton reconnaissent l'importance de cette œuvre, tous les roquets, ils font comme eux, quoi. Voilà. Un petit jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour Rupin, Pigalle. Là c'est le chanteur des carrefours qui fredonne le succès du jour. Ici l'athlète en maillot qui soulève les poids de 100 kilos. Hôtel meublé, discrètement éclairé, où l'on ne fait que passer Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit, une boîte de nuit, Pigalle. L'on y croise des visages communs ou sensationnels. L'on y parle des langages connus à la tour de Babel. Et quand vient le crépuscule, c'est le grand marché d'amour. C'est le coin où déambulent ceux qui prennent la nuit pour le jour. Girls et mannequins, gitanes aux yeux malins, qui lisent dans les mains
Pigalle. Clochard camelot, tenancier de tripot, trafiquant de coco, Pigalle. Petite femme qui vous sourit en vous disant tu viens chérie. Et Prosper qui dans son coin discrètement surveille son gagne-pain. Un petit jet d'eau, une station de métro entourée de bistrots, Pigalle. Et vers minuit, un refrain qui s'enfuit, une boîte de nuit, Pigalle. Jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrots, Pigalle. Sa vie, sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais dans mon monde, il n'y a qu'un seul, Pigalle. C'était Georges Ulmer, Pigalle. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. C'est la voix qui est sans Dieu, sans maître et sans pub, et la Fédération anarchiste aussi d'ailleurs. Ouais. C'est l'émission Arakaï, le blog de cette émission www.arakaï.fr. Et tout de suite, enfin, quand vous sortez de l'hôtel particulier atelier de Gustave Moreau, rue La Rochefoucauld, vous tournez à droite et vous montez jusqu'à Pigalle. Voilà. C'est tout simple. Ou si vous êtes à Pigalle, bah vous descendez vers le musée Gustave Moreau. Voilà, c'est typiquement parisien tout ça. Et puis dans le quartier de l'atelier Gustave Moreau, il y a des trucs pas mal. Hein. Il y a des jardins, faut voir. Hein. Bon, d'hôtel particulier, probablement. Gustave Moreau, bah je vais vous causer un peu dans le poste de sa peinture, bien qu'on ait déjà, enfin un peu, on en a déjà parlé à multiples reprises. Une peinture donc un peu hors du temps, parce que même si on dit symboliste, moi je crois qu'il y a autre chose que du symbole dans ce qu'il fait. Puis je m'en fous un peu des comment dirais-je, des appellations contrôlées. Je dirais d'abord que c'est c'est un peintre, un grand peintre, il avait ça, comme on dit, dans la peau, quoi, comme il y en avait d'autres qui ont des meufs dans la peau, ou des meufs qui ont des mecs dans la peau. Lui, il avait ça dans la peau. Il avait la chance, si on peut appeler ça de la chance, mais lui, il a bien géré ça, d'avoir des parents assez fortunés, donc il n'avait pas besoin à tout prix de baisser son pantalon pour pouvoir gagner de l'argent. Et il a fait très peu d'ailleurs il a jamais pris de commande officielle. C'était quand même pas mal parce que les commandes officielles étaient souvent la reconnaissance de votre nullité. Voilà. Ce qu'on appelait après les pompiers, en ont largement profité. Les médaillés de salon, etc., etc. Non, lui, il travaillait pour le particulier. Et d'ailleurs, il y a dans un de ses ateliers, ou dans ses ateliers, des peintures qui ont été achevées, celles-là, qui ont été refusées par les gens qui lui avaient commandé. Vous voyez, c'est la grande incertitude de l'art. Enfin, quand on est à son compte et qu'on n'a pas, comme les artistes contemporains actuels, qu'on n'est pas maqué avec les institutions. Voilà, non, lui, Gustave, il avait la chance, je répète, je suis un peu gaga, de pouvoir être autonome financièrement. Voilà. Et alors, il en a profité à tel point que, si vous voulez, il a laissé une œuvre considérable. Il n'avait pas besoin donc de perdre du temps à faire des courbettes pour avoir des commandes. Et puis il a eu aussi cette immense comment on pourrait dire, générosité de montrer la peinture dans tous ses états, c'est-à-dire à l'état d'ébauche, à l'état de presque réalisation, à l'état de réalisation, par les recherches, par ses dessins, Piquécourt a évoqué des cabinets où il y a des dessins en bas des murs, des immenses murs de l'atelier, vous avez des placards, et là-dedans vous avez des collections de dessins, c'est invraisemblable. Et puis aussi ses aquarelles, qui préparaient parfois aussi des peintures, il étudiait à l'aquarelle ce qu'il allait faire. C'est pas quelqu'un qui allait
comme on dit, à la prima. Non, lui, c'était l'époque aussi où faut dire qu'il faisait des tartines géantes. Il valait mieux calculer son coût un peu avant, parce qu'autrement, ça risquait de faire si tout n'était pas parfait, il recommençait ces grands machins-là, c'était pas évident, quoi qu'il avait la possibilité de corriger. Mais on voit justement, sur ces œuvres inachevées, la minutie du dessin à la plume, à l'encre de Chine, vous voyez, tout était dessiné, mais parfaitement. Après, il remplissait à la couleur comme des albums à colorier, quoi. Mais c'est de la joaillerie, parce que ça, il y a parfois, ça ressemble à comment on appelle ça, c'est des choses comme ça avec sur des bijoux, plein de petites brillants, etc. Là, ça a un nom qui m'échappe, comme il y a beaucoup de choses qui m'échappent actuellement. Voilà, c'était quelqu'un de. Il n'y avait pas vraiment sauf dans ces pochades où c'était pratiquement de l'art abstrait. C'était étonnant de voir qu'il y a bien avant le règne impérialiste de l'art abstrait, c'est-à-dire dans les années 50, lui, il pratiquait cette technique déjà au 19e, au 19e, au 20e, au début du 20e siècle, mais surtout au 19e, voilà. Oui, parce qu'il n'a pas été au 20e, au 19e complètement. En fait. Oui, voilà. C'est ça, c'est là, et là on voit toute la liberté et on comprend pourquoi un grand artiste, on peut dire un peu classique, un peu académique, a découvert dans ses élèves que sont Matisse et Rouault, pour citer les plus célèbres, et qui sont à des années-lumière de son travail. Il a décerné chez eux de futurs grands artistes, grands praticiens, voilà. Et d'ailleurs, ces deux artistes étaient amis. Rouault et Matisse, ils ont été amis toute leur vie d'ailleurs, et ils ont toute leur vie voué une espèce de reconnaissance sincère, profonde envers ce maître qui avait su les comprendre quand ils étaient ses élèves, à une époque où vraiment on était jusque par-dessus la tête. C'est comme si maintenant, où règne d'une manière, quand je répète, aussi impérialiste que a régné durant les années 50, a régné l'art abstrait. Aujourd'hui, si vous voulez, voilà, si un artiste dit contemporain, discernaient s'ils avaient des élèves, parce que je sais pas s'ils ont encore des élèves comme au 19e siècle, mais les écoles de beaux-arts, oui, ils forment, ce sont tous des artistes contemporains pratiquement qui sont aux manettes dans ces écoles d'art, et j'ai pas l'impression qu'ils soient capables, parce que j'ai l'exemple par exemple de l'école d'art d'Avignon, quand il y avait un directeur qui s'est fait virer, là, un pote à langue, qui ne pouvait pas supporter les élèves qui savaient dessiner ou peindre et qui les marginalisaient complètement, quoi. C'est comme si maintenant, si vous voulez, dans une école d'art contemporain comme celle de Paris, l'école des Beaux-Arts de Paris, où alors on privilégie aussi les comment dirais-je, les pétarades contemporaines, voilà, vous voyez ce que c'est à peu près. Et là, si un de ces pétaradeurs contemporains distinguait dans son troupeau d'élèves quelqu'un qui allait complètement à l'encontre du courant actuel, voilà, c'est ça. Et je ne sais pas s'il y en a vraiment qui sont capables d'être comme Gustave Moreau l'a été avec ses élèves, particulièrement Rouault et Matisse. Donc un grand maître qui, vous voyez sa peinture, il y a quand même des pièces qui sont intéressantes, même si c'est pas franchement mon trip. Je préfère Rouault, je préfère des gens comme ça, pas Matisse, mais Rouault, oui, des gens plus libres. Mais quand même, on sent dans sa peinture une espèce de passion, une espèce qui donne tout. Ouais, il a toujours un type d'une santé pas vraiment florissante, un peu précaire, voilà. Mais quand on pense que ce petit bonhomme s'attaquait à des choses aussi immenses, c'est invraisemblable. J'ai l'impression que Picasso était petit aussi, avait une énergie. Lui, par contre, il était costaud. Voilà, tous les grands. On a l'impression que, en tout cas en peinture, d'être grand, ça rend pas service, quoi. Non, je déconne. Mais j'ai l'impression quand même, d'une manière générale, les artistes, les créateurs, etc., c'est des gens petits. Pourquoi? Je pense qu'il y a une espèce de revanche sur, vous voyez, sur les archétypes, ou les stéréotypes plutôt, concernant la taille. C'est maintenant ce règne du beau grand mec ou de la belle grande fille, vous voyez, c'est pas forcément, malheureusement pour eux,
une garantie qui soit un peu hors du commun, hormis la taille, quoi, mais que la taille de leur cerveau soit à la même capacité, enfin les mêmes. Bref, je m'égare dans des conneries là, pour vous dire que voilà, moi j'étais la première fois que je suis allé dans ce musée, je connaissais même pas, si je connaissais le nom vaguement de Gustave Moreau. Mais déjà, moi, dans les années 50, j'étais formé plutôt à l'art moderne, des choses comme ça. Et la première fois que j'y suis allé, c'est en revenant du Sud, parce qu'évidemment, quand j'étais dans le Sud, je pouvais pas aller voir le musée Gustave Moreau. Eh bien, j'ai été complètement... ça m'a complètement secoué, quoi. Je me suis dit, merde, quand même, il y a des mecs... parce que moi, ce que j'avais entendu de lui, c'était que c'était un pompier, un symboliste, une merde, quoi, en quelque sorte. Ce qu'il était... pour les gens des années 50, des années 40, des années même jusqu'à pas tellement longtemps. Même après que Breton et Dali l'aient découvert et promu son travail, mais voilà, qui était complètement marginalisé, comme l'ont été des grands artistes, on vous l'a dit dans cette émission, comme Vermeer, Rembrandt et compagnie, quoi. Voilà, c'est pareil, ou le Caravage. Il y en a d'autres encore, voilà, qui sont oubliés puis redécouverts. Voilà. Beaucoup ont été redécouverts d'ailleurs au 19e siècle. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire de plus, allez-y, allez regarder ce qu'il fait. Moi, ce que je regrette, c'est que il y a des palettes à lui, il y a son matériel de peintre, ses chevalets, qui sont probablement dans les sous-sols du musée. Et ça, je regrette que le public n'y ait pas accès, parce que quand même de voir les outils du peintre, comme on peut les voir par exemple à Barbizon avec Rosa Bonheur ou l'atelier de Millet, ouais, voilà, où il y a leurs outils. Ça dit quelque chose quand même, les outils. On a l'impression toujours que il travaillait, ou comme Rembrandt, bien qu'on doute que ce soit ses outils ou originaux plutôt, mais quand même, c'était refait à l'identique. Vous voyez, moi, j'étais tellement bouleversé de voir les palettes de Rembrandt que je me suis mis à usiner des palettes. 21 palettes. 21 palettes. Mais c'était des petites palettes, c'est ça que Rembrandt même. Bon, il faisait pas toujours des trucs géants à part la ronde de nuit, mais il y avait quand même... Mais les mecs, ils avaient pas besoin de grands machins, quoi. Ils travaillaient à l'économie. Je veux dire, ils avaient un immense respect pour le travail des gens qui faisaient les couleurs, etc. Quand c'était pas eux-mêmes qui les broyaient, qui faisaient les pinceaux, qui faisaient les palettes, et voilà. Donc, ça manque, je crois. Toujours, ça manque. Mais peut-être ce sera dans les nouvelles pièces là, qui vont ouvrir peut-être, oui. D'ici le mois de novembre, parce qu'ils vont ouvrir ces pièces au rez-de-chaussée. Il y aura un cabinet graphique, mais probablement, il faudra bien les remplir. J'espère. Mais j'espère en tout cas, parce que moi, ça me paraît pas du tout dérisoire. Au contraire, un peintre, il travaille avec ses mains, il travaille avec des outils très peu, pinceau, crayon, fusain, etc., quelques couleurs. Mais c'est vachement important de voir une palette d'artistes, parce que ça dit sur lui-même, quoi, sur sa peinture. Les palettes, aucune ne se ressemble. On avait fait quelque chose là-dessus, je crois. Oui, on avait fait une émission sur les palettes. Sur les palettes, voilà. Bon, voilà mon baratin sur Gustave Moreau. Si ça peut vous mettre... procurer chez vous une espèce de désir de vous bouger, j'aurais gagné quelque chose. Ouais, c'est un lieu visité quand même. Hein. On a rencontré des scolaires, des touristes, donc un lundi matin comme ça, on n'était pas tout seul. Ouais, maintenant ça semble commencer à prendre, quoi. Voilà.
Voilà, c'était la toccata de l'Orfeo, donc un morceau de Monteverdi, un clin d'œil à l'Orphée qu'a pu peindre Gustave Moreau. Oui, qu'a peint Gustave Moreau. Oui. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Oui. Voilà, je rappelle quand même le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales. Voilà, c'est bien à préciser, les pauses musicales. Et tout de suite, notre camarade Piquet-Cou va vous causer justement d'un élève de Gustave Moreau, moins connu que les deux zozos dont je vous ai parlé, Georges Rouault et Matisse, mais quand même Georges de Vallière. Voilà, j'ai fait exprès parce qu'effectivement j'aurais pu prendre Matisse ou Albert Marquet. En plus, Georges de Vallière a eu un rôle important par rapport à ce musée, donc j'ai préféré le choisir. Donc c'est un des élèves de Gustave Moreau qui prit donc une part importante dans l'existence de ce musée-atelier. C'est Georges Desvallières. Georges Desvallières qui correspond et entretient une relation d'amitié forte avec Gustave Moreau, bien avant que celui-ci ne devienne professeur aux Beaux-Arts. Moreau est même témoin à son mariage, puis parrain de sa fille aînée, et il prévoyait aussi de lui faire une donation de 2 de ses portraits les plus importants. Donc Desvallières est un peu le fils spirituel de Gustave Moreau. Et le décès de Desvallières en 1950 marque la rupture avec la période Moreau. Il faudra attendre ensuite donc le début des années 60 pour une exposition au Louvre des œuvres de Gustave Moreau. Donc qui était ce Georges Desvallières qui est né en 1861 et est mort en 1950? C'était un enfant rêveur et peu porté sur les études, qui est né dans une famille bourgeoise et compris par son grand-père qui va lui donner une éducation artistique tant littéraire que picturale. Là, il a 16 ans et il prend des cours avec Jules-Élie Delaunay. Jules-Élie Delaunay qui est peintre, prix de Rome, opposé à l'académisme, qui va lui apprendre le dessin, la composition et le goût des couleurs. Et c'est Delaunay qu'il présente à Gustave Moreau. Delaunay et Moreau se sont rencontrés à la Villa Médicis lors des voyages en Italie. Sous l'influence de Gustave Moreau, Desvallières devient un artiste et se dégage du peintre mondain qu'il aurait pu devenir. Il travaille seul dans l'atelier que son grand-père lui aménage dans la maison familiale et il suit les conseils de ses 2 maîtres et reste éloigné des cercles mondains. Il part en Italie étudier les maîtres de la Renaissance et dès ses premières expositions, son travail est imprégné de son contact avec Gustave Moreau. Il est très inspiré aussi par la mythologie et on retrouve l'âme du travail de son professeur. Sa femme, qui est également peintre, le conseille et dirige sa vie artistique. À la mort de Delaunay, lorsque Gustave Moreau prend le poste de professeur aux Beaux-Arts, c'est l'occasion pour Desvallières de rencontrer d'autres de ses élèves, René Pillot, Matisse et Rouault, et de se lier d'amitié avec eux. Et c'est lui qui est à l'initiative du Salon d'automne, dont, dit-il, le rôle est d'être excessif parce que le rôle des autres salons est d'être le contraire. Salon qu'il veut ouvrir aux maîtres oubliés et aux artistes de talent exclus des manifestations officielles. Voilà, un petit business qui va l'occuper pendant 40 ans. Ouais, quand même. Il ouvre ses 6 messes aux artistes donc rejetés du Salon national des Beaux-Arts et deviendra un défenseur des fauves et des cubistes. Il se tourne à partir de 1905 vers un art plus religieux et un virage qui sera définitif à son retour de la guerre, dans laquelle il s'engage à 53 ans comme chef de bataillon des chasseurs alpins, et guerre malheureusement pendant laquelle il touche de très près sa propre mort, n'hésitant pas à soutenir ses hommes et à s'avancer hors des lignes. Et la guerre lui prend son fils, Daniel, qui n'a que 17 ans. À son retour, il fonde avec Maurice Denis les ateliers d'art sacré et s'attaque à des œuvres décoratives, publiques ou privées, qui sont liées à la Grande Guerre et aux sujets religieux. Parmi ses multiples titres et fonctions, il devient conservateur du musée Gustave Moreau après la démission de Georges Rouault. Voilà, et certaines de ses toiles sont visibles au musée d'Orsay. Voilà, merci beaucoup Piquet-Cou pour ce texte, cet éclairage sur cet artiste de Vallières qui peu connu et qui pourtant on a fait beaucoup pour l'art, quoi. Peut-être influencé évidemment par son maître. Quand on dit maître pour des artistes, attention, c'est pas une notion de maître esclavagiste, parce que pour des anards, on aurait bonne mine. Non, c'est quelqu'un, un maître d'apprentissage, quoi. C'est ce qu'il disait dans les professions avant, voyez.
Il y avait des maîtres même pour un ébéniste, pour des gens comme ça. Dans le compagnonnage. Oui, dans le compagnonnage, voilà. Et la création artistique est très proche du compagnonnage. Quelle différence entre un artisan d'art et un artiste, je vous le demande, Émile. Hein. Bon, tous les deux, ils font des choses qui sortent un petit peu du train-train de la vie, voilà. Sur donc Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et vous écoutez à Racaille, oui. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu causeras de Georges Rouault après la musique. Après la musique, une musique... oui. Une musique qui c'est Tu n'en reviendras pas, interprétée par Catherine Sauvage, qui parle plutôt de la guerre de 14 qui l'a traumatisée. D'habitude, c'est Augeret, mais pour une fois, ça... Quand c'est Piquet-Coup qui choisit les musiques, c'est qu'elle choisit tout le temps. Moi, j'ai un fait pour Catherine Sauvage. Oui, ça, elle a un fait pour les nanas. Tu n'en reviendras pas, toi qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu quand j'ai déchiré ta chemise. Et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Qu'un obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre. Et toi le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. Oh par Dieu c'est beau, ça tient du mauvais rêve, on glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu, les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou, cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface. Déjà, vous n'êtes plus que pour avoir péri. Voilà, c'était donc Catherine Sauvage, Tu n'en reviendras pas. Sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste à Racaille. Qui va vous causer tout de suite dans le poste, le zozo qui est à la parole en ce moment, de Georges Rouault. Hein. Oui. Georges Rouault, on en a parlé pas mal ici, mais c'est quand même des rappels pour votre mémoire, parce que c'est vite oublié ces choses de paroles. Les écrits restent, les paroles s'envolent, comme on dit. C'est très bien d'avoir des piqûres de rappel régulièrement. Ouais. Puis comme ça, si vous voulez, c'est un petit peu l'habillage de cette émission, le goût de cette émission, le parfum de cette émission, des choses comme ça. Voilà, des artistes qu'on aime et qui reviennent régulièrement. La peinture de Georges Rouault, évidemment, un des élèves préférés de Gustave Moreau. On se demande bien pourquoi quand on voit la peinture de Rouault, parce que ça fait vraiment cacabouilla par rapport à celle de son maître, voilà. Mais bon, aussi, là, par contre, Proust serait plus dans le vrai, à propos de religieux, en parlant de la peinture de Rouault, quoique il ait fait aussi
des filles de joie, comme on dit, un bordel. Il a eu une peinture profane aussi très importante. Mais évidemment, on l'a catalogué. Parce que là, en France, on a un truc un peu bizarre, un peu vicelard même, je dirais. C'est de cataloguer les gens, de les foutre dans un tiroir, et puis ils en sortent plus jamais de leur vie. Même si c'est un gros connard qui, au départ, a décrété une chose pareille. Enfin, un gros connard connu quand même. Bon, parce qu'on n'écoute pas les gros connards qui sont pas connus. Voilà. Alors, il a été catalogué comme artiste religieux. Enfin, si vous regardez son œuvre, c'est pas la majorité de ses peintures, le religieux. Mais bon, il était quand même, lui, un chrétien convaincu. En tout cas, il était vraiment pratiquant, etc. Mais bon, pourquoi pas? Écoutez, il a voulu de mal à personne, jamais. Il a pas prêché. C'était pas, comme on dit maintenant, un intégriste, pas du tout. Je veux pas défendre les gens qui ont de la religion, mais on peut faire quand même la différence entre ceux qui ont une foi sincère et la foi chrétienne porte plutôt à la compassion et à l'attention aux autres. Mais bon, ça a été oublié depuis longtemps par l'Église elle-même. Alors c'est plus difficile évidemment à retrouver des chrétiens dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors Gustave Moreau, pas Gustave Moreau, Georges Rouault, il avait un style qu'adoraient les Japonais, en tout cas un amateur d'art japonais, on vous l'a déjà dit, le Japon possède la plus importante collection de Rouault, enfin à l'extérieur de la France, évidemment. Voilà. Parce qu'il trouvait dans le trait de Rouault, vous regarderez si vous allez sur le net, ou si vous allez au musée d'Orsay, ou dans différents lieux de Paris, ou de province, ou du monde, vous remarquerez que Rouault cernait souvent ses sujets, ses personnages, ses paysages, etc., avec des gros traits noirs, et ça rappelait à ce collectionneur japonais qui est à moitié aveugle, ça rappelait une école japonaise dont je me souviens pas du nom là. Il faudrait que je compulse des notes, mais vous pourrez toujours trouver ça, les infos sur le net. Voilà. Des gros traits parce qu'il revenait sans cesse sur ses peintures. Il en a brûlé environ 375, je crois, ou un truc comme ça, entre 300 et 400 avant sa mort, parce qu'il considérait qu'il n'avait pas le temps de les finir. Voilà. Mais parce que il travaillait éternellement sur les mêmes peintures. Il empâtait un peu comme Eugène Leroy, sauf que Eugène Leroy on voit plus du tout le sujet, alors que Moreau on le voit encore quand même suffisamment. Voilà. Alors il a peint des jeux, comme je le dis, il a peint des clowns, il a peint des prostituées, il a peint des gens, des ouvriers, des gens simples, parce qu'il était très proche quand même du peuple qui travaille, du peuple qui est souvent méprisé par les 10 grands de ce monde. Je dis ils sont 10 grands, mais à mon avis c'est plus petits que petits. Voilà. Il était pas d'une famille bourgeoise, je pense pas. Il était d'une famille ordinaire. Voilà. Et il a travaillé comme une bête pour devenir ce qu'il est devenu. Mais grâce, encore une fois, il faut bien insister là-dessus, grâce à Gustave Moreau, qui a su décerner chez ce jeune artiste, élève de ses élèves, celui qu'il deviendrait. Voilà. Pour moi, c'est la chose la plus incompréhensible du monde, quand on voit les deux univers qui sont totalement... Quoique, tout à l'heure, quand je vous ai parlé des pochades de Gustave Moreau, on retrouve là du Rouault. Voilà, Rouault, il est dans les pochades de Gustave Moreau. Il n'est pas, évidemment, dans les peintures abouties, mais dans les pochades, et aussi parfois, même dans les peintures abouties, ouais. on discerne du Rouault. Comme quoi, ils sont pas si loin que ça, en fin de compte. Ils sont loin dans la vision première extérieure, comme ça, si on regarde les choses sans chercher vraiment. Et sans connaître les deux peintres, le travail des deux peintres. Mais quand on connaît le travail de Rouault, eh bien, quand on regarde du Gustave Moreau un peu attentivement, on retrouve des couleurs, on retrouve des tonalités, on retrouve des traits, on retrouve des choses qui sont... Autant Matisse, on retrouve rien du tout. Si Rouault, si on est attentif, on voit bien. Ouais, sauf que Matisse, quand même, dans ses nus, etc., tu sais, avec ses femmes sur canapé ou en Afrique du Nord et tout ça, là, dans les couleurs, quand même, et même dans les traits au pinceau, on peut trouver
une espèce de gémellité avec Rouault, pas avec Gustave Moreau, mais avec Rouault. Entre Rouault, je parle pas des papiers découpés, tous ces trucs-là, mais je parle de sa peinture, de sa manière de dessiner aussi. Il y a des similitudes quand même avec Rouault. Voyez, bon, c'est une histoire d'élèves, mais s'il y avait quelques profs actuels, je reviens, je radote, mais en même temps, je suis convaincu qu'il faut répéter les choses pour qu'il y en ait une toute petite partie qui soit entendue. Si aujourd'hui, quelques professeurs d'école d'art pouvaient influencer d'une manière aussi prégnante quelques-uns de leurs élèves, mais qui sont différents d'eux, des élèves qui copient le prof, c'est trop courant, mais qui sont contre l'éducation artistique qu'ils reçoivent, ce qui était Rouault et ce qui était Matisse et ce qui était beaucoup d'artistes de l'école dite moderne après a posteriori, voilà. Je vous recommande en tout cas d'aller sur le net et de regarder plus attentivement le travail de Rouault, mais aussi d'aller au musée d'Orsay. Qu'est-ce qu'il y a au musée d'Orsay? De Rouault, je sais pas, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Il y en a, j'en suis sûr. Oui. Je suis sûr que la dernière fois qu'on y est allé, j'en ai vu. Ouais, mais c'est pas des grands Moreau, c'est pas des grands Rouault, c'est parce qu'il a fait, non, il a pas fait des trucs gigantesques, mais il en a fait quand même d'intéressantes. Et lui, sa palette, on la voit. J'ai un bouquin sur lui où on voit sa palette. Il peignait d'ailleurs à plat, il peignait pas sur un chevalet, il peignait sur une table. Voilà, avec des grosses brosses toutes pourrites. et voilà, c'est intéressant aussi de voir la manière dont il travaillait. Oui. C'est lui qui avait eu tout son fonds d'atelier acheté, non? Non, c'est lui. Enfin, il était maqué avec un marchand d'art très connu, dont le nom m'échappe là. Enfin, les noms m'échappent tout le temps. À qui, justement, c'est cette histoire de 375 tableaux qu'il a fait brûler avec un notaire qui était là pour noter les choses, comme le font les notaires. Il était en contrat avec un marchand d'art. Et il avait donc, c'est ce marchand d'art rencontré, il avait ces 375 œuvres non finies, que les héritiers du marchand d'art, j'espérerais que ça me revienne, mais que les héritiers du marchand d'art refusaient de rendre à Moreau, alors que dans le contrat, normalement, ça lui revenait. C'était légal. Il a réussi à gagner. Il les a cramés. La gueule des héritiers, quand ils ont su qu'il les cramait, ça lui est intéressant à regarder. Il avait fait d'ailleurs pour ce marchand d'art un bouquin sur la Bible. C'est pas Ambroise Vollard? Voilà, Ambroise Vollard, voilà, tout à fait. Voilà, merci beaucoup Piquet-Écou d'avoir un cerveau aussi bien organisé. Voilà. Ouais, je suis un peu aidé. Oui, j'arrête là mon blabla, puis je vous confie à la musique qu'a choisi Piquet-Écou pour illustrer ce gros baratin. Un tel, sous tous les cieux en toute saison, quand s'allument les premiers néons, je vais retrouver mon grand patron, le cirque. Moi, un tel, perdu dans le flot des passants, qui va vers lui, je sens mon sang, qui se réveille en le voyant, le cirque. J'ai taille moyenne, nez moyen, signe distinctif néant. Et pour tous ces gens je ne suis rien, et rien pour les petits enfants. Moi, un tel, on me regarde sans me voir, on ne rit pas de mes histoires, on s'en moque, on est venu voir le cirque. Une table de maquillage, de l'or, du rouge et puis du bleu. Il ne m'en faut pas davantage, une ritournelle et les pleins feux, et je deviens, moi, le clown. Dans mon costume de diamant, sous le tonnerre étourdissant, 2000 bravos, je bondis dans le cirque. Moi, le clown, je joue du violon, du saxo, je fais des ponts, je fais des sauts, en crevé le chapiteau du cirque. Là, je jongle avec 10 000 étoiles, signe distinctif géant. Et
suis celui qui peut devenir le plus beau de leurs souvenirs, un demi-dieu sur son navire, le cirque. À minuit finit le miracle quand je regagne mon hôtel. Je suis redevenu un tel jusqu'au prochain spectacle. Oui, mais demain, moi, le clown, dans mon costume de diamant, sous le tonnerre étourdissant, 2000 bravos, j'entrerai dans le cirque. C'était Marcel Amont, moi le clown. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. L'émission Arakaï, je rappelle l'adresse du blog, www.arakaï.fr. Là, vous trouvez des informations, des petites vidéos, par exemple, sur l'atelier de Gustave Moreau, un petit film que Piquet-Court a réalisé. Voilà, vous trouvez aussi toujours sur le blog le film sur notre petit Viron dans l'atelier de Rembrandt à Amsterdam. Et voilà, il y en aura comme ça chaque fois qu'on pourra en faire, chaque fois qu'on se déplacera, pour vous montrer ce qu'on a vu. C'est partager avec vous, en tout cas, nos émotions aussi visuelles. Voilà. Et tout de suite, Piquet-Court va vous parler, évidemment qu'elle va pas vous chanter, mais elle pourrait, les exploits de pas manquer. Ouais, alors donc ce musée Gustave Moreau, on entend parler, 14 rue de la Rochefoucauld dans le 9e arrondissement. Donc pour voir aussi d'autres œuvres de Gustave Moreau, il y a le musée d'Orsay, il y en a une dizaine à peu près. Et sinon, il y a la petite galerie qu'on aime bien, la petite galerie d'Estampes, la galerie L'Œil Ouvert, qui a le plaisir de faire une soirée donc le 26, parce qu'on avait parlé quand on a eu notre invitée Monique la semaine dernière que le 26 mai c'était la journée de la fête de l'estampe. Donc dans cette petite galerie, il y a un atelier de découverte des techniques de la gravure à partir de 15h. Donc cette galerie, c'est 74 rue François Miron, juste derrière le métro Saint-Paul. Et pour clore l'événement, la galerie propose de 19 à 20h un moment d'échange autour d'un bar printanier installé dans la galerie. Donc la galerie L'Œil Ouvert aura le plaisir d'accueillir Sophie Daumont et Claire Ozenkier, qui sont des graveuses professionnelles. Et là, vous pourrez tester la gravure et faire votre propre édition avec des plaques de linoléum ou de cuivre créées par les artistes spécialement pour cette journée de porte ouverte. L'après-midi est encadré par les artistes. Vous pourrez découvrir ainsi avec elles les étapes successives de l'impression d'une gravure ou du gaufrage avec une presse professionnelle mise à la disposition de tous les amateurs de l'estampe artisanale et de l'édition manuelle. Donc un moment unique en perspective de créativité à la portée de tous. Donc L'Œil Ouvert, leur site c'est http://www.l'œilouvertattaché.com. Il y a aussi, sinon dans cette manifestation de l'estampe, on peut reprendre ce dont parlait Monique la semaine dernière. Donc dans son atelier à Arcueil, c'est ETR Balistique, il y a aussi une manifestation. Et il y a la galerie dont on parle quelquefois à Bagnolet, la Bebs Galerie, qui est 83 rue Sadi Carnot à Bagnolet, au métro Gallieni, vers le centre commercial. Donc Hassan Mimouni présente son exposition, qui s'appelle Vie, jusqu'au 5 juin 2014. L'artiste textile parle de mort dans ses œuvres pour mieux nous rappeler la beauté de la vie. Et ce soir, mardi 20 mai, un nocturne donc à cette Bebs Galerie. Donc un nocturne, la galerie sera ouverte jusqu'à 21h. Et là, pour accompagner donc les visiteurs dans ce voyage artistique, l'artiste, compositrice, interprète Princess George offrira une session musicale à partir de 19h30. Ouais, galerie, allez-y, parce que cette jeune galériste a vraiment beaucoup de courage de s'est installée dans ce bled qui est pas vraiment fréquenté par l'intelligentsia parisienne, mais elle a du courage, elle le fait avec tout son cœur, elle le fait bien. Ouais. Et maintenant, après ces brèves sur les galeries, sur les expos, dans les œuvres de la FA, les éditions du Monde Libertaire, une œuvre de la FA, il y en a 4. Qui est Louise Michel? Le titre, c'est Louise Michel, mais qui est Louise Michel? C'est dans le préambule, une inclassable qui inventa quelques-unes des formules les plus galvaudées
après elle de l'anarchisme, par exemple le pouvoir est maudit, ou bien encore ce pouvoir qui s'exprime ainsi dans l'exercice d'une sexualité à laquelle il usage de considérer que Louise Michel se déroba. Louise n'est pas Emma Goldman qui força le respect de ses compagnons sans se complaire dans la secondaire position de l'épouse ni dans le nihilisme de son illustre prédécesseuse. Diane Chasseresse, Louise Michel choisit tard son devenir. Le jour où la contre-révolution fusilla Théo Ferré, pas Léo, Théo, et la plongea dans ce deuil d'essence dont elle ne sortit pas. Oui, l'amour, ça peut aller jusque-là chez une révolutionnaire comme Louise Michel, voilà, qui était donc très féminine, hein, que les racontards, que c'était un homasse ou je sais pas quoi. Bref, pétroleuse, la propagande bourgeoise. Son prix est de 5 € dans la collection Graines d'ananas. Et l'auteur est Claire Ozias. Voilà. Ouais. Mais justement, parlant de la commune, il y a l'émission là, Les Cailloux dans l'engrenage ce mercredi 21 mai, donc qui va, je crois que c'est à 14h, donc il y a une émission justement autour de la commune aussi, qui va être la commune racontée aux enfants. Voilà. Et vous pouvez vraiment aller aller dans cette émission tous les deux mercredis par mois. C'est le 3e et le 5e mercredi du mois, donc c'est plus souvent une fois par mois que deux. Oui, c'est une émission consacrée aux enfants qui vraiment déménagent, avec des animatrices qui ont un cœur gros comme ça, voilà. Et puis le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération, l'hebdo de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre sans pub, lui aussi, et oui, il y a du monde là quand même, qui paraît toutes les semaines, qui est en dépôt de presse à la Librairie Publico et dans quelques kiosques d'élite de la capitale. Là. Voilà, le Monde Libertaire. Moi, je le reçois évidemment quand je suis abonné, je le reçois pas tout de suite et donc j'ai du mal parfois à en parler. Mais enfin, les Mondes Libertaires sont d'une manière générale clairs, avec diversité d'articles, de points de vue, de positions, etc. Très intéressantes pour les gens qui s'intéressent aussi à la liberté d'expression et à un monde en devenir autre que celui qu'on nous fait subir actuellement. Voilà, c'est les pensées que véhicule le Monde Libertaire sont les pensées des anarchistes, de la Fédération anarchiste, mais avec des plumes qui sont extérieures au mouvement, des sympathisants, comme on dit, voilà, qui sont pas les moins intéressants d'ailleurs. Et puis des cartoonistes qui égayent un peu tout ça, enfin égayent, le mot est peut-être pas très exact, mais enfin parce que leurs cartoons sont le reflet des articles qui, d'une manière générale, ne portent pas à sourire. Voilà. Alors le Monde Libertaire, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, évidemment, pour un journal, c'est le mieux, et vous pouvez vous abonner donc à la Librairie Publico, où notre cher Laurent, le permanent de la librairie, peut vous accueillir et vous faire remplir tous les formulaires possibles et imaginables concernant les œuvres de la FA, parce que il y a une souscription aussi plus ou moins pour le Monde Libertaire, comme pour Publico, comme pour Radio Libertaire, des œuvres qui ont besoin d'être soutenues financièrement, évidemment, mais la première démarche que vous devez faire, c'est de les lire, de les écouter. Voilà. Une librairie sans gens, sans chalands, bon, c'est mort, hein, il y a rien à, voilà. Voilà, le Monde Libertaire à la Librairie Publico avec ils sont trois, il y a le Monde Libertaire, il y a le comment dirais-je, le quinzomadaire. Le quinzomadaire gratuit qui paraît tous les 15 jours, comme son nom l'indique, et puis le hors-série, c'est le dernier consacré au sport, le sport vu par les anarchistes, évidemment. Vous verrez, c'est assez intéressant, moi que je déteste le sport. Mais là, c'est une vision anarchiste du sport, donc c'est forcément plus intéressant. Et vous pouvez vous abonner, bon, au hors-série aussi à la Librairie Publico, et notre camarade Laurent, notre ange Laurent, ange pour un libertaire, ça fait drôle. Enfin, il y avait sûrement des anges libertaires, puisque Satan s'en était un. Voilà. Et puis à la Librairie Publico, donc où officie notre camarade Laurent, il y a une souscription aussi pour la soutenir, évidemment, parce qu'elle en a vraiment besoin. Si jamais on perdait ce lieu, ce haut lieu de l'anarchisme, on serait vraiment mal. Moi, personnellement, je serais très, 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 très mal. Alors, pour la soutenir, premièrement, vous y allez, en auto, pas en non, je déconne, en bus, en métro ou à pied. Voilà, c'est 145 rue Arnaud à Paris, dans le 11e. Métro Oberkampf, Fille du Calvaire, un peu blague, voilà.
Et là, vous pouvez, évidemment, il y a des CD, des DVD, 5000 titres disponibles, voilà, des ouvrages sur la Commune de Paris, on en parle en ce moment, sur l'Espagne de 36, sur la Révolution russe de 1917, la Révolution française de 89, de 48, et évidemment la Commune, j'en ai déjà parlé, le mouvement ouvrier, l'économie, le syndicalisme, l'antifascisme, le féminisme, le sujet, tous les trucs qui finissent en isme. Et voilà, c'est une librairie, je le répète, c'est comme ça que je suis devenu anard, c'est en la fréquentant, mais il y a un petit bail quand même. Ça a commencé par le château des Brouillards à Montmartre, avec Maurice Joyeux, et ça s'est continué avec la rue Ternaux, et maintenant la librairie Publico. Alors j'espère que ça continuera encore pour les futurs adolescents, voilà, de pouvoir rencontrer l'anarchie dans cette librairie. Et puis Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans mettre sa pub, voilà, qui émet depuis Paris, mais aussi avec le net dans le monde entier. Vous allez sur le net, sur votre petit ordi, et vous tapez Radio Libertaire, et vous aurez toutes les infos que vous voulez. Voilà, alors Radio Libertaire qui a besoin de votre soutien financier aussi, que je le répète toute la semaine. C'est difficile de pouvoir rejoindre les deux bouts avec tout le matériel que l'on a qui s'use vite, parce que il y a plus de 100 animateurs qui s'occupent de la régie. Voilà, donc ça fait 200 mains qui touchent aux petits boutons, petits potards et tout ça. Et parfois il y a des bugs. Voilà, alors on a besoin de les réparer. Évidemment, on a un camarade ingénieur du son bénévole qui fait volontiers les réparations, le jour comme la nuit, parce que des fois, pour les émissions de nuit, ça se pète, et puis on a besoin de réparations illico, et il se bouge. Vous voyez, merci beaucoup, camarade technicien. Autrement, on serait pas là, on pourrait pas parler dans le micro s'il était pas là. Voilà. J'ai fait les 4 œuvres, et maintenant, on espère que, vous avez les informations pour vous bouger, surtout, enlever les toiles d'araignée de votre porte-monnaie. C'est une occasion. Et tout de suite, on va se terminer avec une chanson. Ouais, on met Paco Ibanez, on a peu le temps de le mettre la semaine dernière. Ouais. La poesia est une arma cargada de futuro. Donc la poésie est une arme chargée de futur. Voilà. Donc c'est par Paco Ibanez. Et on dit que la semaine prochaine, on va aller en Angleterre un petit peu. Ouais. On va parler de Léon Kossoff, de Frank Auerbach et de David Bomberg. Oui, des artistes aussi, Kossoff pratiquement inconnus en France. Il a fait une seule apparition à la galerie... La galerie Lelon, ouais. Non, Mayol aussi. Mayol, d'abord Mayol, oui, je crois. Oui, il était à la galerie Mayol avec Freud et puis Bacon, je crois. Oui, ils étaient amis, en fait. Ouais. Alors que Kossoff, malgré son nom russe, est un pur anglais. Il est en Angleterre, de parents juifs exilés russes. Très connu en Angleterre. Très connu en Angleterre, oui, qui a peint exclusivement Londres, où il n'a jamais bougé de Londres, sauf pour venir à Paris, au musée Mayol ou chez Lelon. Mais voilà, et c'est une peinture vraiment intéressante, un peu qui fait penser par certains côtés, encore une fois, à notre camarade Chaim Soutine, mais moins coloré que Chaim Soutine. C'est un peu dans les tons, un peu gris, un peu sombre. Voilà, mais c'est passionnant comme vision de Londres pour quelqu'un qui connaît Londres, comme moi, en tout cas. Voilà, et moi j'y suis allé à Londres pendant 25 ans et j'ai entendu parler de Kossoff. Voilà, donc. Et c'est Piquet-Cou qui me l'a fait découvrir une fois de plus. À la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos
dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuanto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Voilà, cette super magnifique chanson de Paco Ibáñez, voilà, après la disparition de Ferré, de Brel, de Brassens, on n'a plus de voix comme ça en France et c'est bien dommage parce que c'est un immense chanteur, interprète, lui-même plus ou moins poète, enfin quelqu'un qui a un catalan espagnol. Pourquoi je dis catalan? Parce que bon, c'est pas pareil que les Castillans quand même. J'ai un faible pour les Catalans. Voilà, et voilà. Salut.